L'hôpital sentait la vie nouvelle, mais j'avais l'impression que quelque chose venait de mourir. Une sorte de douceur stérile m'envahissait les narines. L'odeur du désinfectant se mêlait à la légère odeur poudreuse du lait pour bébé. À l'extérieur de la maternité, les infirmières évoluaient avec calme et efficacité, hochant la tête avec enthousiasme et prenant soin de leurs mains. Mais en moi, rien n'était calme. Je me tenais juste dans l'embrasure de la porte, regardant ma femme, Ariel, bercer une petite fille enveloppée dans une douce couverture rose qui semblait trop immaculée pour le poids qu'elle portait. Son sourire était lumineux, léger, trop éclatant pour une journée qui avait brisé quelque chose de durable en moi. De l'autre côté de la pièce, nos mères planaient comme des papillons de nuit sur une flamme. Martha, la mère d'Ariel, s'occupait du bonnet du bébé, roucoulant de cette voix aiguë qu'elle utilisait chaque fois qu'elle jouait la matriarche aimante. Ma mère, Hélène, prenait des photos avec un sourire fier qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ils étaient exubérants, presque respectueux, comme si l'enfant était un membre de la famille royale, comme si nous étions une famille de contes de fées dont le prochain chapitre s'écrivait dans la joie. Mais j'étais encore à la page précédente, fixant toujours la ligne qui n'avait pas été franchie. Puis l'infirmière s'est approchée, blonde, la trentaine, avec un sourire bienveillant qui m'a fait réfléchir. Elle m'a tendu un presse-papier. « Monsieur Grayson, nous avons besoin que vous signiez l'acte de naissance », a-t-elle dit, comme si ce n'était rien de plus que du protocole. Comme si ce n'était pas un ciseau à graver dans le granit. J'ai regardé le formulaire, des lignes blanches, un espace pour mon nom, une ligne attendant d'être remplie par un homme qui n'aurait dû éprouver que de la fierté. Ma main est restée suspendue au-dessus du stylo qu'elle m'a tendu. Puis j'ai regardé Ariel, les joues rouges, les yeux écarquillés par un cocktail d'anticipation et de confiance supposée, et j'ai secoué la tête. Son sourire s'est brisé comme du verre tombé d'une hauteur. Je ne l'ai pas dit avec douceur. Je l'ai dit avec cette certitude froide qui fermentait depuis 4 mois. Pas avant que le test ADN ne prouve que je suis le père. Le silence qui suivit fut si dur qu'il saigna. Martha halta comme si on venait de lui arracher l'air de la poitrine. Ma mère se tourna lentement vers moi, les lèvres pincées en une ligne si serrée qu'elle aurait pu fendre du marbre. Ariel cliqua des yeux, stupéfaite, puis murmura d'une voix tremblante d'incrédulité, « Comment oses-tu ? Je n'ai pas bronché. » Je ne me suis pas excusé, car il y a 4 mois, j'ai retrouvé l'email. Il était enfoui dans ses brouillons, peut-être oublié, peut-être conservé comme un trophée. J'avais cliqué dessus par accident en cherchant une facture. Et il était là. Je t'aimerai toujours, mais mon mari ne doit jamais savoir que le bébé n'est pas de lui. Envoyé à Jérôme Lagne, un nom que je n'avais pas reconnu au début. Un collègue, affirma-t-elle plus tard, rien. J'étais restée assise avec cette vérité comme si c'était une bombe à retardement dans ma poitrine. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. J'ai observé. J'ai attendu. J'ai noté les dates, les schémas, le secret déguisé en occupation. J'ai vu comment elle souriait à son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas. J'ai lu les fils. J'ai reconstitué le tout et j'ai attendu ce jour. L'infirmière s'est excusée discrètement. L'air dans la pièce était lourd de tension et d'incrédulité. Hélène s'est avancée, me prenant le bras avec une fermeté qui trahissait des années passées à gérer mon entêtement. Elle s'est penchée vers moi, sa voix sèche mais douce. « Ne tu fais honte à la famille ?» a-t-elle sifflé. J'ai lentement tourné la tête vers elle. « Non, maman. Je la protège. » Martha serrait Ariel contre elle comme si elle la protégeait d'un incendie. Mais le feu était déjà là, brûlant chaque illusion qu'elle construisait. Les lèvres d'Ariel tremblaient et des larmes perlaient au coin de ses yeux. Elle ne niait toujours pas, ne s'expliquait pas. Peut-être parce qu'elle pensait que je n'aurais jamais pu savoir. Peut-être parce qu'une partie d'elle croyait que je signerais de toute façon pour sauver les apparences pour le bébé, pour le nom. Mais les noms ont une signification pour moi. L'héritage a une signification. La vérité, même quand elle vous ronge, a une signification. « Tu as dit que tu m'avais pardonné » murmura Ariel. Et j'ai compris qu'elle s'inspirait d'une vieille conversation que nous n'avions jamais eue. Une grâce imaginaire que je n'avais jamais accordée. « Tu as dit que tu voulais toujours élever le bébé. » J'ai dit, j'ai corrigé, si l'enfant est de moi, je serai père, mais si elle ne l'est pas, j'arrête. J'ai dit que tu t'en souvenais. Hélène s'est éloignée. Martha a craché quelque chose d'incohérent, et le bébé a laissé échapper un petit cri d'impuissance qui m'a tordu la poitrine. Ce n'était pas sa faute. Elle n'avait pas choisi cela,
mais elle n'était pas à moi. Du moins pas encore. Pas avant que la vérité ne dise le contraire. Et là, je ne pouvais me résoudre à mentir juste pour préserver le fantasme de quelqu'un d'autre. J'ai rendu le bloc-notes à l'infirmière sans une seule marque. Pas de signature, ai-je dit sèchement. Puis je me suis retourné pour partir. Tu t'éloignes de ton propre enfant. S'exclama Martha derrière moi. Je m'arrêtai à la porte, laissant ces mots flotter dans l'air stérile. Non, dis-je, je marche vers la vérité. Puis je sortis de cette chambre d'hôpital, passant devant les infirmières souriantes, devant les ballons et les banderoles de félicitations, devant les félicitations d'inconnus qui pensaient que j'étais comme tous les autres pères fiers. Mais ce n'était pas le cas. Pas encore. Peut-être jamais. Et je ne me suis pas retourné. La voix de Martha tremblait de désespoir tandis qu'elle voletait autour d'Ariel comme un bouclier défensif, ses mains tremblantes tandis qu'elle ajustait la couverture du bébé pour la 3e fois. Elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil comme si elle espérait que je me mettrais à rire. J'admets que c'était une blague cruelle, une farce émotionnelle tordue et de mauvais goût, mais je ne riais pas. Je n'avais pas ri depuis des mois. Hélène m'a attrapé le bras alors que j'arrivais à la moitié du couloir. Sa poigne était plus ferme que prévu pour une femme de son âge. Elle m'a tiré sur le côté avec l'urgence de quelqu'un qui croit encore que ses réprimandes maternelles ont du poids. « Tu fais honte à la famille » a-t-elle murmuré, crié, les yeux écarquillés et féroces. « C'est pour ça que tu veux nous faire honte devant tout le monde ?» Je l'ai regardé, impassible. « Tu veux savoir ce qui est vraiment honteux, maman ? Élever un enfant qui n'est pas le mien parce que... » Ma femme ne pouvait pas garder les jambes serrées. Son visage s'est déformé en une grimace à mes mots, mais je n'ai pas arrêté. « Tu veux savoir ce qui est honteux ? Mentir à un homme pendant 9 mois tout en construisant une chambre d'enfant dans une maison bâtie sur la trahison. C'est honteux. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes pour protester, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la feuille pliée que je portais depuis des semaines. Celle que je fixais pendant mes nuits blanches. Celui que je lisais si souvent que je pouvais le réciter à l'envers. Je le lui ai tendu. Elle l'a pris comme si ça allait la mordre. Je ne spécule pas. Je ne suis pas paranoïaque. Je l'ai lu. Elle l'a déplié. Ses yeux scrutaient la capture d'écran du courriel. Ma poitrine se serrait tandis que je voyais son expression changer. Confusion. Prise de conscience. Révulsion. Elle leva les yeux vers moi comme si je venais de lui donner un coup de poing dans le ventre. Je t'aimerai toujours, mais mon mari ne doit jamais savoir que le bébé n'est pas de lui. J'ai cité à voix haute, d'une voix basse et calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. Je n'ai rien jeté. Je l'ai juste lu comme si c'était un passage des Écritures, car pour moi, c'était désormais parole d'évangile. La preuve de tout. Les mots qui ont mis fin à mon mariage, ma confiance et ma volonté de jouer le jeu d'un mensonge qui n'était pas le mien. Hélène ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son visage était devenu pâle. Elle plia le courriel en silence et me le rendit, les mains tremblantes. Martia est sortie de la pièce comme si elle prenait d'assaut un tribunal. Elle a fait une erreur, a-t-elle dit, la voix tremblante comme si elle se précipitait pour reconstruire un barrage en ruine à main nue. Jérémie ne signifiait rien. C'était confus pour elle. Elle était stressée. Vous traversiez une période difficile. Elle couchait avec un autre homme. J'ai coupé ma voix comme du fer. Et elle est tombée enceinte. Et elle m'a gardé dans l'ignorance parce que c'était pratique. Les lèvres de Martha tremblaient, mais elle n'en avait pas fini. Ne détruis pas cette famille, a-t-elle murmuré d'une voix soudain douce et suppliante. Vous pouvez surmonter ça. Le bébé a besoin d'un père. Tu l'as aimé autrefois. Je l'aime toujours, ai-je dit en l'interrompant à nouveau. Et c'est précisément pour ça que je ne peux pas faire semblant, parce que faire semblant tuerait ce qu'il reste de moi. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, l'amour était quelque chose qui supportait tout, même les mensonges. Mais pour moi, l'amour n'était pas un nœud coulant. Ce n'était pas un outil de manipulation pour me faire taire par la honte. Ce n'était pas censé être une arme. Et pourtant, ils voulaient que je fasse semblant, que je me rétracte, que je sois l'homme bon, l'homme compréhensif, celui qui s'élève. Mais j'en avais assez de m'élever. Je m'étais élevé pendant des années. Au-dessus des longues nuits de solitude, au-dessus de la distance entre nous,
au-dessus de la façon dont elle commençait à cacher son téléphone ou à rentrer un peu trop tard. Je m'étais élevé au-dessus de tout cela pour la paix. Mais qu'est-ce que la paix m'avait apporté? Une trahison habillée de couvertures roses et de sourires familiaux. Je ne devais plus la paix à personne. Je ne signerai rien, dis-je d'une voix basse et définitive. Pas avant de savoir. Et même là, c'en est fini. Je me tournai vers Hélène. Tu peux être gêné autant que tu veux. Mais je ne me laisserai pas humilier en silence. Ni pour toi. Ni pour personne. Martha se mit à pleurer doucement. Le genre de sanglot maternel destiné à susciter la culpabilité. Conçu pour dire, regarde ce que tu as fait. Regarde la douleur que tu as causée. Mais c'est ce que fit sa fille. Sa fille avait couché avec un autre homme et avait essayé de m'en faire porter le poids, comme si j'étais une marionnette émotionnellement aveugle. Ariel ne m'a pas poursuivi. Elle n'a pas dit un mot quand je suis sorti de la pièce. Peut-être savait-elle que je le pensais vraiment cette fois. Ou peut-être pensait-elle que c'était encore réversible. Qu'il suffirait de quelques larmes convaincantes et du regard suppliant de sa mère. Mais ce n'était pas une dispute. C'était un enterrement. Je ne me disputais pas avec eux. J'enterrais l'homme qui avait cru en elle. En arrivant à l'ascenseur, j'entendais encore des murmures derrière moi. Des murmures bas, des tentatives de limiter les dégâts, des explications qu'ils essayaient de répéter pour le reste de la famille. La pression de l'héritage était dans chaque syllabe. Mais je m'en fichais. J'avais porté leurs attentes pendant des années. Les fêtes, les traditions, les discussions d'affaires, le nom du vent comme un costume de seconde main qui ne m'allait jamais vraiment. J'en avais assez. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. La descente fut silencieuse, un léger bourdonnement emplissant l'ascenseur comme une berceuse pour une vie qui venait de s'achever. Je pénétrai dans le hall de l'hôpital, passant devant des compositions florales et des pancartes de félicitations. Personne ne me regarda. Personne ne savait que je sortais de quelque chose d'énorme, mais moi, si. Je franchissais les portes sans un regard en arrière. Le silence dans la maison était plus assourdissant que jamais. Pas de bébé qui pleure. Pas d'Ariel qui fredonnait à tort et à travers dans la cuisine. Pas de tasse qui claquait au milieu des bavardages de nos mères. Juste moi, debout dans l'entrée, à contempler la valise que j'avais préparée avec précision et sans émotion. Ses vêtements, ses livres, ses photos encadrées. Tout ce qui lui appartenait était maintenant bien fermé et prêt à être livré à l'adresse indiquée sur les papiers du divorce, la maison de Martha. Je ne me laissais pas hésiter. J'avais pris cette décision avant de quitter l'hôpital, mais maintenant, je la mettais en œuvre, fixant une limite à ne plus jamais franchir. Ariel n'est jamais rentrée chez elle après l'hôpital. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Je pense que même elle savait qu'elle ne pouvait pas me regarder en face. Pas avec la vérité au grand jour et sa performance si publiquement anéantie. La pression de mon doigt sur le bouton de l'ascenseur de la maternité aurait pu être un coup de massue contre tout ce que nous avions construit. Et peut-être que ce fut le cas. Peut-être que c'était exactement ce qu'il fallait. J'ai contacté Victor quand le jour même. C'était mon avocat, mon ancien colocataire à l'université, et la seule personne en qui j'avais confiance pour ne pas laisser mes émotions obscurcir la raison. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, lui ai exposé la chronologie, les preuves, le refus de signer l'acte de naissance et la nécessité de déposer le dossier immédiatement. Victor n'a posé aucune question. Il ne m'a pas conseillé de réfléchir ni de me calmer. Il m'a juste dit, envoie-moi les dossiers et je les rédigerai ce soir. Le lendemain matin, Ariel a reçu un coup à la porte de sa mère et un homme en costume gris sur mesure lui a remis un paquet de papiers qu'elle avait gagné. Le divorce était commencé. Plus tard dans la soirée, Hélène est arrivée chez moi. Elle n'a pas frappé comme une invitée. Elle utilisa sa clé, la clé de secours qu'elle avait depuis la pendaison de crémaillère 5 ans plus tôt. Elle entra comme si l'air entre nous lui appartenait. J'étais assis à la table de la cuisine, un café noir refroidissant dans mes mains. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué, mais pas fragile. Ma mère n'avait jamais été fragile. Vive, décidée, loyale à l'excès, mais pas fragile. « Mais tu as vraiment réussi », dit-elle. Sans un salut, sans une hésitation. Je l'ai fait. Ses yeux scrutèrent la maison comme si elle s'attendait à voir Ariel caché derrière un coin ou une valise encore ouverte. Mais il n'y avait rien. J'avais nettoyé, passé l'aspirateur, lavé les draps.
On aurait dit qu'elle n'y avait jamais vécu. Et peut-être qu'elle n'y avait jamais vraiment vécu. Pas comme je le pensais. Tu es cruel, dit-elle après un long silence. Tu aurais pu attendre, discuter, lui laisser du temps. Je la fixai du regard. Non, maman. Cruel, c'est de savoir que ce bébé n'était pas le mien et de me laisser l'élever comme elle l'était. Cruel, c'est me laisser tomber amoureuse de l'idée de la paternité alors qu'elle murmurait « Je t'aime » à quelqu'un d'autre. Cruel, c'est mentir à ton mari pendant presque un an et sourire en même temps. Elle a tressailli à mes mots. Je m'en fichais. Elle a fait une erreur, a suggéré Hélène, adoucissant sa voix comme si elle pouvait faire passer la culpabilité à travers une aiguille. Non, ai-je dit en me levant. Une erreur, c'est de mettre du blanc avec les couleurs. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Ce qu'elle a fait était un choix. Répété, soutenu, stratégique. Ne le réduis pas à une erreur parce que c'est plus facile à avaler. Elle s'est rapprochée de moi. Elle souffre. Tu aurais pu parler. Elle ne souffrait pas quand elle était dans la chambre d'hôtel de Jérémia, ai-je dit sèchement. Elle ne souffrait pas quand elle a écrit ce courriel. La main d'Hélène a bougé avant que je la voie venir. La gifle n'était pas assez forte pour me faire mal, mais le bruit a claqué dans la cuisine comme un fouet. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je ne lui ai pas donné satisfaction. J'ai laissé le silence répondre à ma place. Elle a lentement baissé la main, comme si elle réalisait trop tard que son geste avait franchi une limite qu'elle ne pouvait pas franchir. « Mais tu ne le penses pas » a-t-elle murmuré. Mais je l'ai fait. Je pensais chaque mot. Je n'élèverai pas l'enfant d'un autre homme, maman. Je ne vais pas vivre dans le mensonge juste parce que c'est plus joli sur le papier ou que ça sonne mieux au dîner du dimanche. Si l'enfant avait été de moi, je serais resté. Je me serais battu. Mais elle ne l'est pas. Et j'en ai fini. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je l'ai juste dit comme si c'était la météo. Inévitable, naturel, indéniable. Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. Je ne l'avais pas vue pleurer depuis l'enterrement de papa. Et même là, elle ne s'était pas laissée aller à sangloter. Mais maintenant, en la voyant lutter entre être ma mère et être l'amie de toujours de Martha, je voyais une larme s'échapper. Une seule. Elle l'essuya comme si elle trahissait sa force. « Mais tu ne vas vraiment pas lui pardonner » demanda-t-elle une dernière fois. « Non, pas maintenant. Jamais. » Et sur ce, elle sortit silencieusement, lentement, comme si elle portait quelque chose de lourd. Je la regardai partir, attendis que la porte se referme avec un bruit sec, puis je me rassis à table. Le café était froid. Je ne le bus pas. À la place, je sortis un bloc-notes et commençai à lister ce qui devait changer. Compte bancaire, assurance, contact d'urgence, tout ce qui portait encore son nom. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était plus de la vengeance. C'était de la clarté. Je ne la détestais pas, mais je ne l'aimais plus. Et je n'allais pas faire semblant du contraire. 2 semaines, 14 jours de silence, des emails ignorés, des appels téléphoniques sans réponse et des sonnettes qui sonnaient à la porte. L'attente n'avait pas du tout ressemblé à de l'attente. C'était comme survivre, comme essayer de respirer sous l'eau pendant que le monde d'en haut continuait. Le colis était arrivé ce matin-là dans une simple enveloppe blanche marquée « Confidentiel ». Pas de drame, pas de marque sophistiquée, juste une ligne qui séparait la vérité des suppositions. Déclaration de paternité, Grayson, quand je ne l'avais pas ouverte à la maison. Au lieu de cela, je suis monté dans ma voiture et me suis rendu à l'adresse que je n'avais pas abordée depuis ma sortie de l'hôpital. La maison de Martha. La même allée étroite. Les mêmes hortensias envahissants bordant le porche. Le même paillasson ébréché qui n'avait jamais vraiment tenu ses promesses. Je me suis garé au bord du trottoir et j'ai coupé le moteur. Pendant un moment, je suis resté assis là, à écouter le tic-tac du moteur qui refroidissait, comme s'il comptait à rebours avant quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. J'ai sonné et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Ariel a ouvert la porte. Elle avait l'air différente, plus douce, mais toujours imprégnée de cette tristesse que l'on éprouve quand on espère que notre souvenir s'est adouci aussi. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant, et sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle avait répété ce qu'elle voulait dire, mais tout est resté coincé dans sa gorge. Grayson, a-t-elle soufflé. Tu es venu. Je ne lui ai pas rendu l'appareil.
Je ne suis pas entré. J'ai juste dit, je ne suis pas venu pour toi. Et puis j'ai brandi l'enveloppe. Je suis venu la remettre à ta mère. Son visage s'est assombri. Le peu d'espoir auquel elle s'était accrochée lui a glissé entre les doigts comme du sable. Elle s'est écartée sans un mot. Martha était assise sur le canapé du salon, les jambes croisées, le visage soigneusement posé. Elle aussi avait attendu, même si son masque était mieux rodé. Je suis entré, lui ai tendu l'enveloppe et j'ai reculé de 2 pas. Elle a hésité avant de l'ouvrir, ses mains s'activant avec précaution, presque délicatement, comme si elle pensait que le respect pourrait changer l'issue. Hélène était là aussi, dans un coin, assise dans un fauteuil qu'elle n'avait probablement pas quitté depuis des heures. Ses yeux étaient déjà vitreux avant même que le papier ne soit déplié. Martyr l'a lu à voix haute, pensant peut-être que le fait de le mettre en l'air atténuerait le choc. Probabilité de paternité, 0%. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Le bébé n'était pas de moi. Le caractère définitif de la chose n'a pas apporté le soulagement que j'espérais. Il n'a pas brisé la tension comme une rafale de vent dans l'air vicié. C'était la confirmation silencieuse de quelque chose que j'avais déjà accepté depuis longtemps. Mais c'était important. C'était réel maintenant. Irréfutable. Ariel se laissa tomber sur la coudoir du canapé comme si on lui avait coupé les cordons. Hélène pressa un mouchoir contre ses lèvres. Je ne les réconfortais pas. Je n'étais pas là pour leur chagrin. J'étais là pour la vérité. Je les regardais chacun à tour de rôle, d'une voix ferme et calme. Cet enfant n'est pas de moi. Ne me recontactez plus jamais. Et arrêtez d'essayer de réécrire l'histoire. C'était la seule phrase que j'avais répétée sans cesse dans ma tête pendant 14 jours. Et quand je la prononçai à voix haute, elle ne trembla pas. Elle ne faiblit pas. La voix d'Ariel se brisa. Grayson, attends. Mais je me retournais déjà. J'ai fait une promesse, dis-je en m'arrêtant près de la porte. Si l'enfant était de moi, je serais resté. Mais elle ne l'est pas. Et je ne le ferai pas. Martha se leva alors, se préparant comme si elle allait se battre pour les lambeaux de dignité qui restaient sur le tapis de son salon. Toi, pas besoin d'être cruel. C'est ta femme. C'était ma femme. J'ai corrigé. Maintenant, elle est la mère de l'enfant de quelqu'un d'autre. Le silence revint. Lourd, haletant, plus définitif que n'importe quel tribunal. Hélène se leva lentement, la main tremblant légèrement tandis qu'elle attrapait son manteau. Elle ne me regarda pas, murmura simplement, lâche-le. Il a pris sa décision. Mais je n'avais pas fini. Pas tout à fait. Je me suis retourné vers Ariel. Juste une fois. Quelle que soit l'histoire que tu lui raconteras sur moi un jour, ai-je dit. Commence par le moment où tu as menti. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu crois que je n'ai pas souffert? Je l'ai regardée, stupéfaite par son audace. Tu as menti. Tu as triché. Tu as porté son enfant et essayé de me la donner comme un cadeau. Je serais trop ému pour le remettre en question. Et maintenant que le rideau est baissé, tu veux de la compassion? Non. Je suis sorti avant qu'elle puisse dire un mot. L'air extérieur a frappé mes poumons comme s'il était neuf. Froid, pur, détaché. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré. L'enveloppe, désormais vide, était posée sur le siège passager comme un chapitre clos. Et peut-être l'était-elle. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai roulé jusqu'à la côte, là où le ciel rencontrait l'eau avec cette grisaille infinie que l'on ressent quand la météo n'avait pas d'avis. Je me suis garé près d'une falaise, je suis sorti et j'ai laissé le vent me gifler. Propre. Mes pieds ont trouvé un sentier que je n'avais pas parcouru depuis des années, ce que je faisais quand j'avais besoin de clarté. Avant le mariage, avant la trahison, avant que la paternité ne se balance devant moi comme une carotte attachée à un chapelet de mensonges. Je suis resté là un long moment à regarder les vagues s'écraser sur les rochers. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste assez. Je ne connaissais pas le pardon d'Ariel. Je ne connaissais pas le réconfort familial. Et je ne connaissais pas cet enfant dont je n'avais vu le visage qu'une fois. Des morceaux de moi-même encore intacts pendant des années. C'était le temps qu'il me faudrait avant de les revoir. Pendant des années avant qu'on frappe à nouveau à la porte. Mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que le passé ne m'appartenait plus. Et enfin, pour la première fois depuis longtemps,
je me suis senti léger. La paix, lorsqu'elle est enfin arrivée, n'est pas arrivée en fanfare. Elle n'a pas frappé bruyamment à ma porte ni inondé comme le soleil. Elle s'est installée lentement, comme le brouillard qui dévale les collines à l'aube. Calme, dense, et presque facile à ignorer si on n'y prêtait pas attention. Mais je le sentais. Chaque matin, je me réveillais seul. Chaque soir, je n'avais pas à répondre à un mensonge en peignoir de soie. Il était là, doux, subtil, inopiné. J'ai emménagé dans un 2 pièces en périphérie de la ville, assez loin des ragots, mais assez près de mon bureau en centre-ville. Personne ne le remettait en question. Mes collègues étaient polis, du genre à savoir qu'il ne faut pas demander pourquoi on a soudainement perdu 9 kilos, ou pourquoi on a perdu son alliance. Ils acquiesçaient en réunion, offraient un soutien silencieux sous forme de café frais, ou de plaisanteries occasionnelles qui ne nécessitaient pas beaucoup de rire en retour. L'immeuble était calme, principalement composé de locataires âgés et de jeunes actifs discrets. Mon appartement avait de hauts plafonds, des murs nus et un balcon donnant sur la rue en contrebas, où la vie suivait un rythme qui me semblait à la fois trop rapide et trop détaché. Mais il m'appartenait, jusqu'au dernier recoin. Et cette possession de l'espace, de ma solitude, était devenue sacrée. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Je n'ai pas essayé de combler le vide avec une compagnie tiède ou des sentiments de retour. On me l'a conseillé. Des amis bien intentionnés, des collègues, et même Victor, m'ont un jour suggéré de le faire autour d'un whisky. Tu es encore jeune, Gray. Tu as du temps. Ne la laisse pas te le prendre aussi. Mais ce n'était pas une question de temps. C'était une question de confiance. Le mien avait été creusé jusqu'à ses fondations. Et tant que je ne pourrais pas couler du béton neuf, je n'allais rien construire par-dessus. Je me suis investi dans mon travail. La conception de logiciels était mon réconfort tranquille, ma logique et ma structure. Des règles qui ne changeaient pas à mon insu. J'ai passé des heures à coder, à tester des prototypes, à gérer la nouvelle plateforme d'IA que notre équipe développait pour l'imagerie médicale diagnostique. J'étais doué pour ça. Je l'avais toujours été. Mais maintenant, j'étais acharné, animé par le genre de concentration que seul un homme brisé pouvait canaliser efficacement. L'application a été lancée 6 mois plus tard. Les investisseurs ont appelé. Les promotions ont suivi. Mon nom est apparu dans des revues et des panels de conférences. J'ai même reçu une plaque. Je n'ai pas accroché. J'ai gardé cette reconnaissance dans un tiroir. La seule chose que j'avais accrochée au mur était une photo de mon père. Prise en camping quand j'avais 10 ans. Il tenait une guimauve brûlée sur un bâton, riant comme si le monde ne l'avait pas encore touché. Il était décédé depuis des années. Mais parfois, quand la nuit devenait trop calme, je fixais cette photo et posais des questions que je n'avais jamais osé poser de son vivant. Comme comment il savait que maman ne partirait pas ou ce qui lui permettait de croire aux gens quand ils le trahissaient. En parlant de maman, elle appelait de temps en temps. Toujours polie, parfois prudente. Sa façon de parler me disait qu'elle tâtait le terrain, essayant de voir à quel point ma douleur était encore profonde. « Ah, comment va le travail ?» demandait-elle. « Bien. Tu manges? Tu essaies? Tu es toujours à cet appartement? » Ouais. Elle me posait des questions sur les femmes. J'esquivais la question. Puis venait celle que je savais se cacher sous toutes les autres. « As-tu parlé à Ariel ?» Je me taisais à chaque fois. Finalement, elle a cessé de poser des questions. Elle est restée en contact avec Martha. Je ne le lui ai pas interdit. Amies d'enfance depuis l'âge de 12 ans, elles avaient survécu à des foyers brisés, des résidences universitaires, des mariages et plus d'enterrements qu'elles ne veulent l'admettre. Je comprenais. La loyauté a sa propre gravité. Mais j'ai fixé mes limites. Je ne remettrai plus les pieds dans ce monde. Même par un simple coup de fil. Et Hélène, Dieu la bénisse, respectait cela. Même quand j'entendais la culpabilité dans sa voix, elle a essayé à plusieurs reprises de mentionner le bébé. Je ne l'ai jamais laissé finir. Cette porte était définitivement close. Non pas à cause de l'enfant. Je savais qu'elle était irréprochable, mais parce que tout ce qui l'entourait me faisait l'effet d'un acide sur la peau. J'avais besoin que la blessure se cicatrise, qu'elle guérisse, qu'elle forme une cicatrice que je puisse toucher sans broncher. Et cela exigeait de la distance. Finalement, les appels sont devenus moins fréquents, non pas par malice, mais par la vie.
Le rythme de l'existence n'attend pas que quiconque reprenne son souffle. Et je ne lui en voulais pas, ni pour son silence, ni pour son amitié avec Martia. Chacun devait survivre à sa façon. Parfois, je me demandais où était Ariel, où elle était allée une fois la poussière retombée. Si elle était restée avec Martia ou si elle avait tourné la page, si elle avait essayé de se construire une nouvelle vie ou si elle avait continué à chercher les morceaux de celle qu'elle avait brisée. Mais je ne laissais jamais ces pensées persister longtemps. Elles ne me servaient à rien. Elles n'avaient d'autre but que de réveiller des fantômes dans une maison que j'avais déjà incendiée. J'ai d'abord passé les vacances seul. Le premier Noël sans elle. Je n'ai pas décoré, je n'ai pas écouté de musique. J'ai regardé un marathon de documentaires et commandé des plats à emporter. Le réveillon du Nouvel An était pire. Compter les jours jusqu'à un avenir imprévu me semblait cruel. Mais la deuxième année, c'est devenu plus facile. La troisième, j'ai fait de ma disparition dans les montagnes une tradition. Juste moi, un chalet, et le bruit de la neige effleurant les aiguilles de pin par la fenêtre. Il régnait dans ces années un calme inattendu. Une sorte de paix pesante qui s'est installée sur tout. Elle n'a pas effacé le passé. Elle n'a pas fait semblant, mais elle m'a donné la permission de ne pas le porter comme un bagage. J'ai arrêté de ressasser chaque conversation, de me demander ce que j'aurais pu faire différemment. J'avais tout fait comme il fallait. C'était la vérité la plus dure à accepter, car parfois, on fait tout bien et on se fait quand même mentir. Et ce n'est pas de ma faute. À la fin de la 4e année, j'avais réappris à respirer sans le poids fantôme de la trahison qui pesait sur ma poitrine. J'avais des routines, jogging matinal, promenade le soir, journal intime. Je préparais mes repas, j'allais en thérapie une fois par mois et j'ai commencé à mal apprendre la guitare juste parce que ça me faisait rire. Je ne suis pas devenu un saint. J'avais encore des moments. Certains soirs, le silence était trop pesant, et je versais du whisky dans un verre avec plus de désespoir que de joie. Mais ces moments ne me définissaient plus. J'avais la paix. Pas celle qui est bruyante, pas celle qui célèbre, mais celle qui murmure « Tu as réussi ». Et c'était suffisant pour l'instant. Le téléphone a sonné un peu après 18 h, un mardi. Un de ces jours gris et sans histoire, plus motivé par l'obligation que par l'énergie. Je rentrais du bureau, mon manteau encore accroché à une épaule, mes chaussures trempées par la bruine. Les lumières de l'appartement étaient tamisées, et le seul bruit était le doux frémissement du dîner sur le feu. C'était calme, prévisible. J'aimais ça comme ça. Puis mon téléphone s'est allumé, vibrant contre le plan de travail de la cuisine. Le nom qui est apparu sur l'écran m'a figé sur place. Maman. Je l'ai fixé quelques secondes de plus que nécessaire, sans savoir pourquoi j'hésitais. On se parlait peut-être une fois par mois maintenant. Discussion banale, nouvelles, météo, santé, et un silence entre les deux. Mais ce soir, quelque chose dans le timing, leur semblait différente. J'ai décroché. Dis-moi. Sa voix était calme. Trop calme. Grayson. Elle a marqué une pause après mon nom, comme si elle essayait de me calmer. On peut me retrouver chez Martha? Ma mâchoire s'est crispée. Mes doigts se sont lentement enroulés autour du bord du plan de travail. Marty, répétai-je comme si je ne l'avais pas bien entendu. Tu m'appelles à l'improviste pour me demander d'entrer dans cette maison. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. Sa façon de le dire n'était ni culpabilisée ni dramatique. Juste mesurée. C'était ce qui m'effrayait le plus. Je gardais une voix calme. Pourquoi? Elle prit une inspiration. Viens, Grayson. S'il te plaît. Mon premier réflexe fut de dire non, de raccrocher, de me servir un verre et de retourner à la simplicité tranquille de ma vie. Mais je connaissais ma mère depuis assez longtemps pour savoir quand elle masquait l'urgence sous son calme. Quelque chose n'allait pas. Je l'entendais sous ses mots, dans le petit « J'arrive dans 20 minutes », dis-je. Le trajet jusqu'à Martha m'était familier. Même après toutes ces années, les rues n'avaient pas changé. Même nid de poule, même chêne à moitié mort bordant les trottoirs, même épicerie défraîchie sur Whitmore Avenue. Mais quelque chose en moi, si. Je n'étais plus l'homme qui, autrefois, s'asseyait à cette table pour tenter d'impressionner une famille qui ne me verrait jamais vraiment. Je n'étais plus l'homme qui regardait sa femme bercer un enfant qui ne lui appartenait pas. J'étais différent, volé, détaché. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison était exactement comme dans mes souvenirs.
obstinément immaculé, avec ses rosiers taillés avec trop de précision, comme pour convaincre le monde que ce qui se passait à l'intérieur ne pouvait pas être laid. J'ai sonné une fois. La porte s'est ouverte un instant plus tard. Un garçon se tenait là, pas plus de 4 ou 5 ans, vêtu d'un pyjama bleu marine orné de petites étoiles jaunes. Ses yeux étaient brillants, curieux, mais pas effrayés. « Es-tu le fils de grand-mère Hélène » a-t-il demandé en clignant des yeux. Les mots ont fait l'effet d'une vague contre une digue. Non pas à cause de la question, mais à cause de l'innocence qu'elle contenait. La façon dont il l'a dit, comme s'il avait été prévenu de ma présence. Comme si ma présence était censée être une bonne chose. J'ai cligné des yeux. Oui, je le suis. Il a souri. D'accord, dit-il, et sans un autre mot, se retourna et revint à l'intérieur. Je suis resté figé au seuil, stupéfait par la facilité avec laquelle ce petit garçon était passé devant chaque garde que j'avais passé 4 ans à construire. À l'intérieur, Hélène était sur le canapé. Martia était à côté d'elle. Entre eux, un album photo était ouvert, page flottant sous la brise du ventilateur de plafond. Je suis intervenu, fermant la porte derrière moi. Personne n'a rien dit tout de suite. Hélène leva les yeux en premier. « Asseyez-vous » dit-elle doucement. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout. Que se passe-t-il? Marty a été celui qui a répondu. Sa voix était inférieure à ce dont je me souvenais. Là je l'avais porté, et fila les extrémités. Il y a quelque chose que vous devez savoir, a-t-elle dit. J'ai croisé les bras. Je ne suis pas là pour les confessions ou l'histoire réécrite. Dites ce que vous avez à dire. Hélène a pris le relais. Ariel est parti. Le monde est allé immobile. Gaboté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cerveau s'est enroulé autour du mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Gaboté. Pas aller au magasin. Pas parti en voyage. Gaboté. Que voulez-vous dire disparu? J'ai finalement demandé. La voix d'Hélène était à peine un murmure maintenant. Elle est décédée il y a 2 mois. Accident de voiture. Instantané. Aucune respiration n'a laissé mes poumons. Il était juste assis là comme j'attendais plus de détails, pour des éclaircissements, pour tout ce qui arrêterait la chute de Frith. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je ne me sentais pas justifié ou vengeur. J'ai juste existé à ce moment, toujours raide, creux. Puis du couloir est venu un rire doux, un rire, une lumière et une éphémère d'un enfant. J'ai regardé vers le son. Le garçon, la voix de Martha m'a attiré. C'est son fils. La pièce inclinait légèrement. Mes genoux se sont verrouillés pour ne pas s'asseoir. Jérômia a disparu il y a des années, a-t-elle ajouté. Personne ne l'a vu. Pas de contact, pas de support, rien. Je laisse le silence répondre pour moi. Puis Hélène m'a regardé, les yeux fatigués mais clairs. Nous voulons que vous l'élevez. C'était tellement absurde que j'ai ri une seule fois. Une seule expiration amère qui s'est échappée avant de pouvoir l'avaler. Tu veux que je regarde? J'ai dit. Martha se pencha en avant. Il reste tout ce qui reste, Grayson. C'est un bon garçon. Doux, intelligent, mais il n'a personne. J'ai regardé entre l'album photo sur le canapé, à la configuration prudente. Cela avait été répété. Non, dis-je fermement. Hélène n'a pas tressailli. Vous êtes sa seule chance de stabilité. Ce n'est pas ma responsabilité. Vous l'aimiez une fois, dit-elle doucement. Elle a laissé des lettres. Elle a demandé que si quelque chose s'était produit. Non, je l'ai encore dit, reculant. Nous mourrons tous les deux, a déclaré Hélène. Cela m'a fait m'arrêter froid. Elle a rencontré mes yeux. Stade 4. Nous tous deux, moi et Martha. J'ai avalé. Tu mens. Allons-nous mentir à ce sujet? Chuchota Martha. Je l'ai regardé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de réel. Fragilité. Pas le genre performatif. Le vrai genre. Papier de peau mince, les yeux ternes. Sa main tremblait alors qu'elle soulevait un dossier de manille et la plaça sur la table. Documents de garde, lettres, photos, fichiers juridiques. Mon cœur a battu mes côtes, confus, en colère, effrayé. Je ne suis pas venu ici pour être manipulé, ai-je dit.
Vous êtes venu parce que vous vous souciez toujours, répondit Hélène, debout lentement. Et parce que vous êtes le seul à pouvoir donner à ce garçon une vie qui signifie quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je viens de partir. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la culpabilité. Pas même à cause d'Ariel, mais à cause du sourire du garçon. La seule chose dans cette maison qui ne m'avait rien demandé et a quand même réussi à me hanter. La maison de Martha n'avait pas changé. Pas la peinture blanche ébréchée encadrant les fenêtres. Pas le gnome dans le jardin avant avec l'oreille manquante. Pas l'agitation dans la balançoire du porche où je me suis assis une fois quand je pensais encore que cette famille pourrait être la mienne. Je n'étais pas ici depuis des années. Pas depuis l'enveloppe. Pas depuis que j'ai remis la vérité et je suis sorti dans le silence qui a suivi. Mais ce silence s'était terminé maintenant. Je me suis rapporté à nouveau par le trottoir. Même endroit. Même vue sur le chemin de la brique menant à la porte. Je ne savais pas à quoi je m'attendais quand j'ai monté les marches. Plus de culpabilité, peut-être plus suppléant, plus des yeux creux d'Hélène me demandant de répandre des erreurs qui n'étaient pas à moi. Je ne m'attendais pas à un enfant. Le coup s'était à peine fait écho avant que la porte ne s'ouvre. Et il était là, un garçon, peut-être 5, peut-être 6, les cheveux collants dans toutes les directions comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. Son pyjama était trop court aux chevilles et couvert de roquettes de dessins animés. Dans une main, il a serré un petit dinosaure en plastique. Dans l'autre, un biscuit avec une bouchée manquante, mais ce sont ses yeux qui m'ont attrapé. Large, alerte et en quelque sorte déjà plein d'une sorte de silence qui n'appartenait pas à un enfant si jeune. « Êtes-vous le fils de grand-mère Hélène ?» il a demandé. J'ai cligné des yeux. « Ouais, je le suis. » Il hocha la tête comme ça était parfaitement logique, puis se retourna et s'écroula dans le couloir, disparaissant au coin de la rue sans un autre mot. Je me tenais là étourdi. C'est le moment qui m'a craqué. Pas l'appel mis en scène, pas le diagnostic, pas la paperasse, mais la certitude innocente sur le visage de ce garçon. Il m'a regardé comme s'il avait été dit que j'étais quelqu'un qui mérite d'être rencontré, quelqu'un qui appartenait. Je suis entré lentement dans la maison, à moitié en s'attendant à voir Ariel émerger de la cuisine, riant et jetant une remarque intelligente sur son épaule. Mais bien sûr, elle ne l'a pas fait. Elle ne le ferait plus jamais. Hélène était assise sur le canapé, les épaules se courbèrent, les mains pliées comme si elle priait, mais avait depuis longtemps cessé de croire que cela importait. À côté d'elle, Martha avait l'air plus âgée que je ne me souvienne. Le chagrin, la maladie et le temps avaient sculpté des lignes dans son visage que le maquillage ne pouvait pas se cacher. L'album photo est ouvert sur la table basse. Page après page de la vie du garçon, des gâteaux d'anniversaire, des matins de Noël, des premiers jours d'école. Le visage d'Ariel apparaissait souvent, souriant, vivant, beau d'une manière qui m'a presque fait oublier tout ce qu'elle avait fait. Presque. Hélène se tenait alors que j'y entrais. Merci d'être venue. Je n'ai pas répondu. Martha a fait un geste vers la chaise en face d'eux. Veuillez vous asseoir. Je suis resté debout. Son nom est Tobias, a déclaré Martha. Elle l'a nommé d'après le grand-père d'Ariel. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé pourquoi il me disait cela. Je savais déjà. Il ne sait pas tout, a ajouté Hélène. Juste que sa mère passait, qu'elle l'aimait beaucoup et que nous l'avons élevé ensemble. Il a posé des questions sur son père. J'ai demandé à la voix basse. Il avait l'habitude de dire Marty, mais il s'est arrêté. Jérémy, il a disparu. Grayson, l'homme a disparu de la grille il y a des années. Dernière chose que nous avons entendue, il a vendu sa place et a quitté l'État. Laissé aucune adresse de transfert. J'ai laissé cela pénétrer. Cela avait du sens. Le genre d'homme qui avait père un enfant puis fantôme la responsabilité était le même genre qui ne se présenterait pas lorsque son fils avait le plus besoin de lui. Je le détestais. Je le détestais plus que je détestais Ariel. Au moins, elle était restée. Hélène lit à nouveau pour le dossier de Manille. Tout est là. Document de garde. Une lettre d'Ariel. Sa volonté. Transfert financier. Elle lui a tout laissé, mais elle voulait que vous le souteniez. Je me suis cassé, la coupant. Pourquoi moi? Parce qu'elle savait que tu étais le seul homme à ne pas l'utiliser pour la punir. Je l'ai regardée, stupéfaite. Elle savait ce qu'elle faisait, Hélène a continué.
Et elle ne s'attendait pas à ce que le pardon, mais elle vous connaissait aussi. Vous n'avez jamais blessé les gens juste parce qu'ils vous blessent. En tenant une copie en lambeaux de Danny et du dinosaure. Il aide les gens, même s'il est différent. La simplicité de cela a frappé quelque chose de profond. Un livre sympa, dis-je. Il sourit, puis s'échappa dans le couloir. Je suis sorti sans dire au revoir. Mais cette nuit-là, je me suis assis sur le bord de mon lit, la lettre sur mes genoux. Je l'ai lu, chaque mot. Ariel l'avait écrit des semaines avant le crash. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas de gravier. Elle a écrit comme une femme qui savait que le temps s'épuirait. Elle a écrit sur les regrets, sur l'espoir, à propos de Tobias. Ce n'est pas votre fils par sang, elle avait écrit. Mais je crois qu'au fond, vous étiez toujours censé être son père. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond pendant des heures, ces mots qui bouquaient dans mon esprit. Je ne suis pas venu chercher de la famille, mais ma famille m'avait trouvé de toute façon. Je ne suis pas retourné le lendemain ni le lendemain. Je suis resté à l'écart, j'ai laissé le téléphone sonner quand Hélène a essayé à nouveau. Laissé les lettres s'asseoir sur le comptoir. Laissé le silence construire comme une armure. Je n'étais pas prêt, à ne pas décider, à ne pas m'engager, et certainement à ne pas marcher volontiers dans une vie qui m'avait une fois trahi avec une couverture rose et un faux sourire. Mais la voix du garçon, sa question innocente, ce moment de curiosité non filtrée m'a suivi. Il était partout maintenant dans l'espace vide à côté de mon canapé. Dans l'assiette supplémentaire, je me suis assis automatiquement sur le comptoir de la cuisine par habitude. Dans les jouets que j'ai vus dans les fenêtres des magasins, je passais sans remarquer. Le monde n'avait pas changé, mais quelque chose en moi s'était craqué, et je ne pouvais pas le coller comme je le faisais. Hélène s'est présentée 3 jours plus tard. Pas d'appel, pas d'avertissement. Juste le son de doux frappant à la porte de mon appartement pendant que je cuisinais des œufs pour lesquels je n'avais pas d'appétit. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai regardée à travers le coup de pied. Elle avait l'air plus âgée, pas malade exactement, mais plus lentement, comme si son corps avait finalement commencé à montrer les kilomètres que son âme avait parcourus. J'ai ouvert la porte. Elle n'a pas attendu d'être invitée. Elle est passée devant moi porteur un sac en papier qui sentait le thé au citron et la déception. « Je pensais que vous voudrez peut-être de la compagnie », a-t-elle dit. Le plaçant sur le comptoir comme si elle était ici 1000 fois auparavant. Je n'ai pas répondu. Mais elle s'est versée de thé et s'est assise à ma table à manger comme si c'était une autre visite. Je l'ai laissée s'asseoir en silence pendant que je m'appuyais contre le comptoir, les bras rabattis, attendant le discours. Cela ne prenait pas longtemps. « Nous avons un stade pour le cancer », a-t-elle dit sans préambule. Je l'ai regardée. Quoi? Mais elle ne l'a pas répété. Elle a juste pris une gorgée de thé comme si elle m'avait dit que nous étions hors du sucre au lieu de laisser tomber une bombe. Martha et moi avons diagnostiqué l'hiver dernier. Le sien est ovarien. Sur le mien. Et ce petit garçon, il va perdre tout le monde. J'ai avalé. Ma gorge était sèche. Vous vous attendez à ce que je prenne l'enfant de l'homme qui a détruit mon mariage? Non, dit-elle doucement. Nous vous demandons de sauver un enfant qui n'avait rien à voir avec tout cela. Ses paroles étaient suspendues en l'air comme je voulais discuter. Je voulais lui rappeler ce qu'Ariel avait fait. Parmi les années que j'avais perdues, des séances de thérapie, de l'isolement, de la colère que j'avais enterrée juste pour continuer à fonctionner. Mais je ne pouvais pas secouer l'image de Tobias debout dans ce couloir avec un livre à la main et de l'espoir dans ses yeux. Hélène atteignit son sac à main et glissa un autre dossier à travers la table. Nous avons commencé le processus de garde. Le transfert est propre. Ariel a tout laissé par écrit. Procuration, son testament, lettres. J'ai ouvert le dossier lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents. Soignés. Préparés. Comme un plan énoncé des années à l'avance. Elle croyait vraiment que je reviendrais, murmurai-je, plus pour moi que pour Hélène. Elle croyait que vous étiez la seule personne qui pouvait l'élever avec intégrité. Hélène a dit qu'elle savait ce qu'elle avait perdu. Et elle voulait qu'il ait quelque chose de mieux que les secrets et la honte. Je ne suis pas son père. Non, tu n'es pas. Mais vous êtes le seul à être apparu. Sa voix craqua alors, juste légèrement. J'ai regardé les papiers. Il y avait à nouveau une lettre d'Ariel, plus courte. Une ligne qui est restée avec moi. Si vous dites non, je vais comprendre.
Mais si vous dites oui, vous lui donnerez une vie remplie de tout ce que vous vouliez nous donner. Une vraie maison, une vraie chance. J'ai fermé le dossier et je me suis tenu. J'ai besoin de temps. Hélène hocha la tête. Elle n'a pas poussé. Elle se leva, prit la tasse de thé vide et la lavait dans mon évier comme un rituel qu'elle devait terminer. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Vous pensez peut-être que c'est une question de moralité, de bien et de mal, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir de ne pas laisser la trahison de quelqu'un d'autre devenir la punition d'un enfant. Et puis elle était partie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans l'obscurité, le dossier toujours sur ma table. Je l'ai ouvert, pas pour les papiers, mais pour la photo nichée entre les deux dernières pages. Tobias dans un parc, les bras larges, la bouche ouverte en riant. Il n'y avait rien de mise en scène. Aucune force ne sourit, juste une pure joie. Je l'ai regardé pendant ce qui ressemblait à des heures. Le garçon était innocent. Il n'avait pas demandé à être né dans ce gâchis. Il n'avait pas demandé à sa mère de planter sa voiture, que son père disparaisse, que ses grands-mères se fondent sous le poids de la maladie. Il ne m'avait pas demandé non plus, mais il demandait maintenant dans la façon dont les enfants ne se passent pas de mots, juste des cadeaux. Il ne savait pas qui j'étais, mais il m'avait demandé si j'aime les dinosaures, la plus petite branche d'olive du monde, et cela m'a brisé. Le matin, la décision a été prise. J'ai appelé Victor et lui ai dit de commencer le processus officiel. Je lui ai dit que je ne me souciais pas de voir à quel point il devait être calme ou public. Je voulais que cela ait bien fait, propre, légal, final. Mais même alors, je n'avais pas dit oui à haute voix. Pas encore. Parce que parfois dire quelque chose le rend réel. Et je n'étais pas encore prêt pour ce poids. Mais j'étais proche. Si sacrément proche. Une semaine plus tard, je me tenais à nouveau sur ce porche familier. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai frappé une fois fermement et j'ai attendu. Je savais déjà que la porte s'ouvrirait rapidement. Martha avait probablement regardé depuis la fenêtre comme auparavant, anticipant la forme de ma silhouette. Mais je ne suis pas venu pour elle ou Hélène. Je suis venu pour lui. La porte s'ouvrit et il était là, Tobias. Il cligna des yeux vers moi, toujours dans ces mêmes pyjamas de la marine avec des étoiles sur eux, mais cette fois avec des chaussettes qui ne correspondaient pas, une orange, une gris. Ses cheveux étaient à nouveau sauvages, et une tache de chocolat était assise sur le bord de sa bouche comme la preuve d'une collation trop près du dîner. Son visage s'est allumé au moment où il m'a reconnu. « Vous êtes revenu ?» a-t-il dit, comme si c'était le résultat le plus naturel du monde. J'ai souri petit, prudent. Mais c'était réel. « Où êtes-vous » dis-je. « Je suis revenu. » Il regarda par-dessus son épaule, puis me retourna, murmurant comme s'il me laissait ce secret. « Grand-mère a dit, vous pourriez ne pas. » Je me suis agenouillé à son niveau. « Eh bien, dis-je, le regardant dans les yeux. J'y ai réfléchi pendant longtemps, mais j'ai décidé quelque chose. » « Quoi ? » ?»« Tu viens avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pour de vrai ?» J'ai hoché la tête. « Pour de vrai ?» Tobias s'est lancé à moi avec le genre de confiance que seuls les enfants possèdent. Le genre qui brise la distance qui existe toujours entre la décision et le cœur. Je l'ai attrapé, surpris de voir à quel point il se sentait encore dans mes bras. Ses bras s'enroulèrent autour de mon cou et son livre de dinosaure glissa de sa main au sol. Il chuchota, « D'accord, papa. » Et juste comme ça, il m'a appelé ça. Je ne l'ai pas corrigé. N'a pas fait une pause, n'a pas expliqué que la biologie a dit le contraire. Parce qu'à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ses bras étaient autour de moi. Sa confiance a été offerte sans condition. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelque chose dans le monde s'était mis en place. Martia est apparue dans la porte derrière lui. Elle ne parlait pas, juste écartée, les yeux brillants avec quelque chose de tacite. J'ai transporté Tobias à l'intérieur, je le déposai doucement et j'ai pris l'enveloppe Hélène. Tous les documents, dit-elle, sont cheval de voix. Tout ce dont vous avez besoin. Il est à vous d'élever maintenant. Je l'ai regardé. Combien de temps avez-vous ? Elle a fait un sourire fatigué. Assez pour vous voir tous les deux commencer. Cette nuit-là, j'ai emballé les choses de Tobias moi-même. Quelques vêtements, sa brosse à dents, le livre de dinosaures, une photo d'Ariel.
quand j'ai trouvé caché dans un cadre fait à la main, il a peint avec son aide. Je lui ai demandé s'il le voulait et il a hoché la tête solennellement comme s'il savait que c'était un adieu plus permanent que la plupart. L'appartement était différent avec lui. Plus brillant, plus fort, plus désordonné mais vivant. Il n'a pas posé beaucoup de questions la première nuit. Je lui ai fait du macaroni au fromage. Nous avons regardé des dessins animés. Je le laisse m'endormir sur le canapé à côté de moi, sa tête reposant sur mon bras. Et quand je l'ai transporté dans la deuxième chambre, une fois mon bureau maintenant transformé à la hâte dans sa chambre, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte longtemps après qu'il s'était endormi. Il a dormi comme seuls les enfants, ignorant le passé, à bout par le doute. Le processus d'adoption était silencieux. Victor s'est assuré de cela. Pas de presse, pas d'audience de justice dramatique, juste des documents, des empreintes digitales, une vérification des antécédents et une salle d'audience avec des murs beiges et un juge fatigué qui nous a souri lorsqu'elle a lu la dernière ordonnance à haute voix. Félicitations, Monsieur Wynne. Il est à toi maintenant. Je lui ai serré la main. Tobias a tenu le mien tout le temps. Par la suite, nous sommes sortis pour des crêpes. Il a commandé des pépites de chocolat avec de la crème fouettée. Je l'ai laissé. Il a enduit du sirop sur sa joue, riant si fort que je pensais qu'il pourrait tomber du stand. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ri aussi. Un rire complet de l'intestin. Pas poli, pas pour le spectacle, juste réel. 3 mois plus tard, ma mère est décédée. Elle est allée tranquillement à la maison. Martia a appelé pour dire que l'infirmière de l'hospice était sortie de la pièce pendant 10 minutes. Et à son retour, Hélène était partie. Pas de lutte, pas de douleur, juste un murmure de souffle qui n'est jamais revenu. J'ai emmené Tobias aux funérailles. Il m'a tenu la main et a posé des questions doucement pendant le service. Il voulait savoir si grand-mère Hélène était dans les nuages. Je lui ai dit peut-être, ou peut-être dans le vent, ou dans la chaleur d'une tasse de thé. Il aimait le mieux cette réponse. Martha est passée quelques semaines après. À ce moment-là, elle avait perdu la majeure partie de son discours. Le cancer avait volé sa langue aiguisée, sa force et l'étincelle derrière ses yeux. Mais quand j'ai visité, elle souriait toujours lorsque Tobias entrait dans la pièce. L'une des dernières choses cohérentes qu'elle a dites était « Il est en sécurité maintenant ». Je lui ai tenu la main jusqu'à ce que les machines se calment. Après les funérailles, Tobias et moi sommes allés à la plage. Il aimait le son des vagues. A dit que cela lui rappelait les histoires qu'Ariel lui lisait. Je n'ai pas demandé de détails. Je me suis juste assis avec lui, en regardant en enfouissant ses orteils dans le sable et en construisant des châteaux décomposés uniquement pour les abattre. Il n'a jamais posé de questions sur Jérémie et je n'ai jamais proposé d'informations. Il y avait des histoires qui ne valaient pas la peine d'être revues. Certains fantômes qui ne méritaient pas de nom. Nous nous sommes installés dans un rythme. L'école le matin, les dessins animés le soir, les crêpes du samedi matin et les faits de dinosaures au coucher. Il aimait aussi l'espace, en particulier les trous noirs et les anneaux de Saturne. Je lui ai acheté un télescope pour son anniversaire. Il l'a utilisé pendant 2 heures d'affilée, puis s'est endormi sur le balcon avec une couverture enroulée autour de lui. Je l'ai trouvé là vers minuit, enroulé comme un point d'interrogation, et je l'ai ramené au lit. Certaines nuits, je me suis surpris à le regarder pendant qu'il dormait, me demandant comment un garçon né du chaos pourrait apporter une paix si stable dans ma vie. Cela n'avait pas de sens, mais c'était peut-être le point. Tout ne devait pas le faire. Je n'ai dit à personne. Pas de publication Instagram, pas de mise à jour Facebook. Je n'ai pas partagé notre voyage. Je n'ai pas parlé au monde du garçon qui m'a appelé papa même si je ne lui ai jamais demandé. Notre vie n'avait pas besoin d'une scène. Il fallait la stabilité, la vie privée, un sentiment d'appartenance intact par les potins ou la spéculation. Il était à moi maintenant et j'étais à lui. Le tribunal l'a dit. Les journaux l'ont dit. Mais surtout, sa voix l'a dit. Tous les soirs. Bonne nuit, papa. Il chuchotait. Et je chuchoterais, bonne nuit, Toby. Nous n'avons pas souvent parlé d'Ariel, mais parfois je la voyais dans la façon dont il a souri de façon tordue quand il a menti pour se brosser les dents, ou la façon dont il s'est fredonné pendant sa lecture. Et je laisserai ces pièces rester. Je ne la détestais plus. Pas vraiment. Elle m'avait donné de la douleur. Oui. Mais à travers ses erreurs, à travers l'épave, elle m'avait également donné Tobias.
Et pour cela, je pouvais enfin dire que j'étais reconnaissant. La vie n'a pas changé dans un moment de balayage après l'adoption. Il n'y avait pas une houle dramatique de musique ou un changement soudain dans l'atmosphère. Au lieu de cela, c'était dans les plus petites choses. La façon dont la lumière du couloir est maintenant restée un peu plus longtemps la nuit parce que Tobias aimait s'endormir avec une douce lueur. La façon dont le réfrigérateur se remplit lentement de boîtes à jus et de fromage à cordes. La façon dont une seule brosse à dents à côté du mien sur l'évier pourrait transformer un appartement vide en maison. Je me suis retrouvé à tout réapprendre. La parentalité ne m'est pas venue naturellement. Pas au début. J'ai trop cuit des pépites de poulet. J'ai mal plié ses vêtements. J'ai oublié que les enfants ont besoin de chaussures avec velcro, pas de lacets, si vous ne voulez pas avoir 10 minutes de retard tous les matins. Mais Tobias ne le dérangeait pas. Il ne m'a jamais fait sentir que j'échouais. Il a lavé chacun de mes mouvements avec cette admiration non filtrée que les enfants réservent pour les personnes qui ne leur mentent pas. Et je ne lui ai pas menti. Je n'ai jamais prétendu être parfait. Je n'ai jamais essayé d'être Ariel ou Jérémie. Je viens de me présenter tous les jours. Je l'ai aidé à faire des devoirs, j'ai bandé ses genoux grattés, je lui ai appris à jeter un baseball dans le parc le dimanche. Et d'une manière ou d'une autre, dans le rythme de nos jours de calme, je suis devenu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Entier, nous avons fait des traditions. Taco mardi, même si aucun de nous n'a vraiment aimé les tacos. Carton de samedi matin et pliage de lessive. Pizza vendredi soir avec des olives supplémentaires. Son préféré, pas le mien. De temps en temps, nous visitions la librairie du centre-ville où je l'ai laissé choisir une nouvelle histoire à ramener à la maison. Il est toujours allé directement à la section des dinosaures, mais nous les avions maintenant tous. Je n'ai jamais dit non aux livres. Ils étaient les ponts entre notre passé et notre avenir. Les espaces où son imagination fleurit et le mien a trouvé la paix. Puis un soir, des mois après que le tribunal a tout finalisé, j'ai trouvé une enveloppe. Il a été niché dans le fond du vieux coffre en cèdre d'Hélène, qui vivait maintenant au pied de mon lit. Je ne l'avais pas ouvert depuis qu'elle est décédée, mais Tobias avait creusé à travers des tiroirs pour une chaussette manquante. Et quand il a arraché la poitrine par curiosité, l'enveloppe s'est répandue avec un bruit sourd. « Est-ce de grand-mère Hélène » demanda-t-il en le tenant. J'ai reconnu son écriture instantanément. Je l'ai pris doucement de lui. Ouais, ça l'est. Il m'a regardé avec de grands yeux. Tu vas l'ouvrir ? Peut-être plus tard, Kiddo, dis-je. Il a accepté que, déjà distrait par la chaussette qu'il avait finalement trouvée et le vaisseau spatial Lego qu'il était déterminé à terminer avant le coucher. Cette nuit-là, après s'être endormi, je me suis assis seul à la table de la cuisine. L'appartement était sombre à l'exception de la chaude piscine de lumière du pendentif au-dessus de moi. J'ai couru mon doigt le long du bord de l'enveloppe pendant longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une seule photographie. Hélène, Martha, souriant, plus jeune, plus mince, plus saine, debout devant une vieille entrée de base de l'armée avec des lettrages audacieux au-dessus. Fort Langlais 1988. Ils avaient l'air heureux. Sunlight les a encadrés comme un halo. Mais ce n'était pas l'image elle-même qui m'a tiré vers moi. C'était la note écrite au dos. Fort Langlais, 1988. Nous avons toujours géré les choses nous-mêmes. C'était ça. Aucune explication, pas de date au-delà de l'année, pas de nom, juste une déclaration cryptique qui ressemblait plus à une confession qu'à une légende. Je l'ai regardé pendant longtemps. Quelque chose dans ma poitrine se resserra. Je ne savais pas ce que signifiaient les choses manipulées. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été dans une base militaire ou ce que cela avait à voir avec Ariel ou Jérémie ou moi. Mais cela a soulevé des questions auxquelles je ne voulais pas de réponse. Plus maintenant. J'avais vécu assez longtemps avec des vérités qui m'avaient vidé. S'il y avait plus d'ombre qui se cachait dans ce passé, je ne voulais pas les traîner dans la lumière. Pas au détriment de la paix Tobias et je m'étais battu si fort à construire. Certaines vérités appartiennent à l'obscurité. J'ai brûlé la photo dans l'évier. Regardez les coins bouclés, noircir et disparaître. Dans les cendres et la fumée. Quoi qu'ils aient manipulé, il a été enterré maintenant avec eux, et je n'avais pas besoin de le décoller. Ce qui comptait était de l'autre côté de l'appartement, endormi, étreignant sa peluche de dinosaure comme si c'était la chose la plus précieuse sur Terre. Le lendemain matin, Tobias est entré dans la cuisine avec une cravate tordue et un fier sourire. « Jour de l'image » a-t-il dit. « Droite,
j'ai répondu, accroupi pour réparer le nœud. Tu es excité? Oui. Miss Carroll a dit que nous obtenions une récréation supplémentaire si tout le monde s'habille bien. J'ai gloussé. La corruption fonctionne à chaque âge, hein? Il rit aussi, puis me regarda avec quelque chose de plus doux dans ses yeux. Pensez-vous que maman aimerait ma cravate? Je m'arrêtai, puis hocha lentement la tête. Je pense qu'elle aimerait ça. C'était tout ce dont il avait besoin. Il attrapa son sac à dos, se dirigea vers la porte, puis s'arrêta court, se retourna. Eh, papa. Ouais. Il a tenu un morceau de papier. Pouvez-vous signer cela pour l'école? Je l'ai atteint sans réfléchir, puis j'ai gelé. Ce n'était pas seulement un bordereau d'autorisation. C'était le certificat d'adoption, la copie finale. D'une manière ou d'une autre, il m'a été rendu dans un dossier scolaire sans cérémonie ni préavis. Propre, officiel. Mon nom en bas, c'est 2. Tous les timbres et signatures nécessaires en place sauf un. Les miens. Je n'avais pas signé le formulaire final. J'ai regardé Tobias debout là avec ses yeux pleins d'espoir et ses chaussettes déséquilibrées, mâchant toujours sur le bord de sa manche comme il l'a toujours fait quand il était nerveux. Il ne savait pas ce que le journal signifiait. Pas vraiment. Pour lui, je suis papa depuis le jour où je suis revenu. Mais je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait fermer la porte. Cela signifiait sceller un chapitre n'avait pas pleinement osé croire que je méritais. J'ai ramassé le stylo. Ma main ne secoua pas. Je l'ai signé avec mon nom complet. Pas par obligation. Pas par culpabilité, mais parce que je le pensais. Parce que j'étais devenu la chose que je pensais autrefois que la trahison m'avait volée. Un père. Tobias sourit et fourrait la forme dans son dossier comme si ce n'était rien. Merci, papa. Il s'est enfui, laissant une trace de miettes de céréales derrière lui. Je l'ai regardé partir, ma poitrine pleine d'une manière que je ne connaissais jamais. Ce n'était pas le certificat de naissance que j'avais refusé de signer il y a toutes ces années. C'était quelque chose de mieux, plus fort, plus vrai, une déclaration, pas de sang, mais de choix, d'amour. Et cette fois, je l'ai signé avec paix.